À Soir d'Info, nous recevons M. Ibrahim Maïga, conseiller principal pour le Sahel à l'International Crisis Group. Bonsoir Ibrahim Maïga et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Pour parler du Mali. Le Mali qui fait face à une situation très difficile sur le terrain militaire, c'est sûr, mais aussi au plan socio-économique suite au blocus des corridors qui mènent à Bamako par le JNIM. Des fissures aussi également qui sont apparues au sommet de l'État, au niveau de la, j'ai pas envie de dire junte, mais bon, la direction, la tête de l'État malien. La question que tout le monde se pose, et je vous la pose d'emblée, c'est est-ce qu'on est au bord d'un affaissement de l'État malien qui serait la suite logique de la chute de Bamako, comme certains le craignent? Je pense que c'est une question effectivement légitime, mais je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une chute de Bamako et d'une prise de Bamako par... vous l'aviez dit, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Évidemment, la situation est très difficile depuis début septembre. La capitale, Bamako, qui compte environ 4 millions d'habitants, donc ce n'est pas une petite ville, vit les effets d'un blocus. Quand on parle de blocus, il faut être aussi concret. C'est des groupes armés qui empêchent les convois de camions-citernes venant en provenance de Dakar, en partie, mais aussi de l'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Ces groupes armés attaquent les convois citernes, incendient les citernes, et donc cela fait un manque en termes de carburant pour les habitants de la capitale. On estime en moyenne 250 camions citernes arrivent à Bamako en provenance d'Abidjan et de Dakar par jour. Aujourd'hui, nous sommes à 300 camions citernes par semaine. Donc, on peut voir le gap qu'il faut, une nette baisse, ce qui a provoqué une pénurie de carburant, excusez-moi, et donc des longues files d'attente devant les stations-service à Bamako. Alors, ce n'est pas un siège, donc c'est un blocus. Bamako n'est pas encerclé, Bamako n'est pas entouré par une horde de groupes armés ou d'individus armés qui s'apprêtent à prendre le pouvoir dans la capitale. C'est plutôt des groupuscules qui sont sur les axes principaux d'approvisionnement. J'évoquais l'axe Dakar-Bamako. Alors Dakar-Bamako, c'est quasiment l'équivalent de... Enfin, même pas. L'axe Bamako-Kaï, qui est la région frontalière du Sénégal, c'est l'équivalent, pour vous donner une idée, de la même distance entre Dakar et Tambacounda. Donc c'est un long corridor. Pas en très bon état, qu'il faut sécuriser et donc faire face à des groupuscules qui sont mobiles, qui n'ont pas besoin d'être des milliers, qui évoluent souvent sur des motos à deux, à moto. Et donc voilà. Et qui crée une psychose. Qui crée une psychose. Parfois, les transporteurs aussi, malgré leur courage, renoncent à faire le trajet de peur d'être attaqués. Même s'il y a des convois qui passent, vous l'avez dit, il y a quand même 350 camions qui passent. Absolument. Depuis quelques semaines, quelques jours, l'État malien, donc le gouvernement malien a mis en place une opération spéciale dédiée à la sécurisation des corridors d'approvisionnement, en particulier le corridor Bamako-Abidjan, qui est moins long. En passant par Sikasso, parce que Sikasso-Bamako, c'est à peu près 400 km. Et la voie menant à Sikasso est en meilleur état que la voie menant à Kaï. Donc il y a un choix très pragmatique qui a été fait par le gouvernement malien. Et donc, il y a une opération de sécurisation de ces convois-là, mais il y a aussi des opérations offensives qui sont menées pour essayer de gêner l'activité des groupes armés. L'état-major a sorti un communiqué aujourd'hui pour annoncer une attaque ciblée contre des groupes islamistes avec la saisie de matériel, la destruction de matériel et bien évidemment un bilan humain aussi. Oui, mais il faut bien comprendre qu'on est dans une zone, comme je vous le disais, très compliquée à sécuriser. C'est des corridors qui sont longs. C'est des environnements où la végétation pousse de façon significative et donc tout ça met l'aviation aérienne en difficulté. Donc il faut comprendre que la complexité de la situation fait qu'il est très difficile pour l'État malien, même avec les moyens dont il dispose et les moyens mis en œuvre depuis quelques semaines,
difficile de sécuriser tous les convois qui passent par ces axes d'approvisionnement. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudra-t-il une intervention internationale ou de concert entre le Mali et des pays pris individuellement pour éviter la chute de Bamako? Sinon, quelles sont les options qui se présentent aux dirigeants du Mali actuellement? Alors déjà, je pense que le scénario, les scénarios les plus probables ne sont pas une chute de Bamako, comme je vous le disais à l'instant. Je crois que, évidemment, c'est une crainte qui peut être parfois légitime, parce qu'on a des expériences à travers le monde. On pense notamment à Damas. C'est le scénario catastrophe, voilà, mais il ne faut exactement, pas l'exclure. C'est le scénario catastrophe, mais on n'en est pas encore là. Je crois qu'il y a d'autres scénarios intermédiaires, comme évidemment un effondrement du régime sur lui-même, une tension sociale qui débouche sur une tension politique à Bamako. Donc je pense qu'il y a différents scénarios et qu'il ne faut pas nécessairement les exclure et aller directement au scénario catastrophe. Il n'en demeure pas moins que ces scénarios sont aussi des scénarios compliqués pour l'État malien et le peuple malien. Pour revenir à votre question, je crois que cette crise du carburant, si on peut l'appeler ainsi, révèle au moins une chose, que le Mali est interdépendant de ses voisins de la CEDEAO. Comme vous le savez, depuis une année, le Mali n'est plus officiellement membre de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une communauté de 15 États membres qui ont des liens de coopération très forts dans le cadre de ce traité. Le Mali est sorti, il a formé avec le Niger et le Burkina Faso une alliance, d'abord, une alliance qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, qui ensuite est devenue la Confédération des États du Sahel. Et je crois que cette crise démontre que le Mali a besoin de ses voisins de la CEDEAO, notamment de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Et donc, sans en appeler à une intervention, à une énième intervention militaire, je pense qu'il faut aussi tirer les leçons. Il y a eu des expériences. Et des expériences récemment. La MINUSMA, Barkhane, il y a différentes expériences internationales, d'intervention internationale militaire dans la région, de façon générale, et au Mali en particulier. Il faut tirer les leçons de ces échecs-là et des limites de ces différents cadres d'intervention. Je crois que dans le cas du Mali, une des pistes à privilégier serait une coopération beaucoup plus renforcée entre au moins les pays côtiers du Mali. Je pense notamment au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Et on peut signaler au passage des prises de contact entre les autorités sénégalaises et les autorités maliennes. Je pense qu'il faut encourager une délégation malienne qui s'est rendue à Dakar il y a quelques jours. Oui. Le ministre des armées, des forces armées sénégalais s'est rendu à plusieurs reprises au Mali, sans compter évidemment la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, du président Diomaye Faye. Je pense qu'il faut souligner tout ce dynamisme-là en termes d'axes dans le domaine de la coopération entre Dakar et Bamako. Évidemment, l'Union africaine a lancé un appel à une mobilisation générale pour soutenir les pays du Sahel. Mais je crois que c'est peut-être une façon restrictive de lire ce communiqué-là. Ce communiqué ne précise pas que l'intervention ou la solidarité africaine se fera à travers une intervention militaire. Cette solidarité, elle peut se faire à travers un appui en termes d'hydrocarbures au Mali, des facilités logistiques, des facilités commerciales à travers la Côte d'Ivoire, à travers le Sénégal. Donc je pense que c'est à l'Union africaine, aux pays africains, aux pays les plus affectés, je pense notamment au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, de s'entendre de façon très pragmatique avec le Mali pour trouver très rapidement des voies d'ajustement qui permettent de relancer... Vous ne parlez pas de la CEDEAO. Alors, la situation est tendue, mais je pense qu'il est possible dans un premier temps. Je pense qu'il faut être conscient aussi des tensions qui ont cours dans la région. Il ne faut pas les gommer, elles existent. Il y a des vraies tensions et des divergences de fond aussi entre la CEDEAO Une rupture de contact entre les deux. Et l'AES. Pas totalement, puisque on sait que le contact est maintenu. Évidemment, le processus de divorce suit son cours. On n'a pas entendu un retour de l'AES au sein de la CEDEAO. Je pense qu'à court terme, il faudra probablement faire le deuil de ce retour-là. Mais on peut penser à une forme de collaboration très pragmatique qui ne changerait au fond pas grand-chose dans l'état de la coopération et de la collaboration. Il y a le lien de la monnaie, évidemment, lieu-moi, mais il y a surtout les liens transnationaux, transfrontaliers très forts entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ça, peu importe les divergences et les dissensions au plus haut sommet, je crois que c'est des choses et des réalités qui ne changeront pas. Alors, voilà pour l'environnement, disons, externe. Maintenant, au sein du Mali, à l'intérieur du Mali,
quelles sont les dynamiques qu'il faut impulser justement pour essayer de trouver une solution à l'impasse devant laquelle nous nous trouvons actuellement. J'ai cru avoir lu des textes que vous avez produits il y a quelques années où vous insistiez sur l'importance justement de ces dialogues internes entre les différentes composantes de la nation malienne pour arriver à cette sorte de charte de la paix et de la mettre en œuvre aussi. Absolument, je pense qu'il y a des tentatives de mettre en place un processus de dialogue intermalien. D'ailleurs, il y a eu un dialogue intermalien l'année dernière qui a abouti à une charte pour la paix issue de ce dialogue-là. Mais je crois qu'au-delà de cet exercice formel qui malheureusement n'a pas été véritablement inclusif, puisque certains partis politiques se sont auto-exclus, jugeant que les conditions n'étaient pas réunies pour une participation saine, je crois que les autorités maliennes ont encore une opportunité. Je pense que la fenêtre d'opportunité n'est pas totalement fermée. Elles ont encore une opportunité de réunifier et de réunir l'ensemble des forces politiques et sociales du Mali pour tracer une sortie de crise. Je pense que le moment le commande, le moment l'exige, et c'est aux autorités de saisir cette opportunité pour relancer le dialogue entre les Maliens. On le voit très bien, depuis quelques mois, voire quelques années, la société malienne elle-même, elle est fracturée, divisée autour souvent d'enjeux qui ne sont pas, j'ai envie de dire, les enjeux principaux du Mali et du peuple malien. Et donc, l'État, le chef de l'État probablement a la responsabilité, au regard de la Constitution, au regard des pouvoirs qui lui sont conférés, de se mettre au-dessus de la mêlée, d'inviter toutes les forces politiques, sociales, dont une partie est en exil à Dakar, à Abidjan, ailleurs sur le continent africain, voire même au-delà, inviter ces Maliens, ces Maliennes qui ont une vision aussi du Mali qui peut être compatible avec la souveraineté, l'affirmation de la souveraineté des autorités maliennes pour explorer d'autres options. Je crois que l'une des leçons et l'un des enseignements que nous tirons de cette crise malienne de cette dernière décennie, j'ai envie de dire, et depuis quelques jours, quelques semaines avec la crise du carburant, c'est que la réponse militaire à elle seule ne suffit pas. Ne suffit pas, bien sûr. Et donc, il faut diversifier, il faut recourir à d'autres options. Il faut dialoguer avec les belligérants aussi. C'est une option qui nous paraît importante, qui nous paraît intéressante à explorer, qui n'a pas été suffisamment explorée au cours de la dernière décennie au Sahel. Quelquefois, au cas par cas, dans des conditions pas toujours très bonnes. Il y a eu notamment le fameux accord d'Alger. Il y a eu l'accord d'Alger, qui était entre le gouvernement malien et une partie des insurgés qui revendiquent l'autonomie, voire l'indépendance d'une partie du Mali. Mais au-delà de cet accord formel qui a été signé entre le gouvernement malien et une partie de ces insurgés-là, il y a des accords locaux aussi entre les insurgés qui, aujourd'hui, attaquent, incendient les camions-citernes sur les axes d'approvisionnement. Le JNIM, Côte d'Ivoire, le JNIM, absolument, le JNIM. Et ces accords locaux ont permis, dans certains cas, que ce soit au Niger, même au Mali, d'apaiser le front sécuritaire, de permettre aux populations environnantes de reprendre leurs activités. Je pense que c'est une dimension importante à ne pas perdre de vue. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que oui, le dialogue intermalien, donc entre Maliens d'abord, est indispensable si on veut relancer le processus de transition, d'une part, et si on veut trouver des solutions inclusives, originales, et peut-être qui vont au-delà de la solution militaire telle qu'elle est pratiquée depuis quelques années. Est-ce que le règlement des contradictions au sommet de l'État, au niveau du sommet hiérarchique de l'État, entre, pour être clair, les généraux qui ont pris le pouvoir, ils étaient colonels à l'époque, mais ils sont devenus généraux, est-ce que c'est un préalable, une condition sine qua non, justement, pour arriver à ce genre d'arrangement? Alors, je crois qu'on a quand même été surpris par la solidité de l'alliance entre les colonels devenus généraux. Beaucoup de gens ne pariaient pas sur cette alliance à 5, cette gouvernance à 5. Nous avons, je pense, été tous surpris
de voir qu'elle fonctionne malgré tout, avec évidemment des contradictions qui ne sont pas à négliger. Mais jusqu'à présent, j'ai envie de dire, ça tient, le sommet tient. Mayonnaise tient, ouais. La mayonnaise tient encore. Et donc, je ne crois pas que ce soit une condition sine qua non pour lancer ce dialogue avec les autres segments de la société malienne. Au contraire, depuis le début de la transition, tous les 5 réclament eux-mêmes, le disent, en tout cas revendiquent leur volonté, leur intérêt, marquent leur intérêt à œuvrer à une réconciliation véritable entre les Maliens. Et donc je crois qu'ils ont là une occasion, et le chef de l'État en particulier, parce qu'il faut quand même l'interpeller, parce que c'est le président de la transition, il a un statut particulier. Il a une responsabilité peut-être historique aussi devant lui, et c'est à lui de saisir cette occasion-là, cette opportunité. Est-ce qu'il y a des compromis à faire quand même sur la vision? Parce que, comme on le sait tous, les pays de l'actuelle fédération des États du Sahel, ex-AES, cette vision est ancrée et basée sur la notion de souverainisme et de rupture avec les anciens États colonisateurs, avec les suppôts justement de ces anciens États colonisateurs en Afrique, en tout cas du point de vue de ces États du Sahel réunis au sein de la fédération. Quels sont les compromis à faire sur cette question-là pour faciliter ce dialogue que tout le monde appelle de ses voeux? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'affirmation de la souveraineté et l'inclusion ou l'inclusivité ou le dialogue entre les Maliens. Je crois même que c'est il y a une relation quasiment de cause à effet. La souveraineté, c'est face à l'extérieur, mais c'est aussi vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis des populations et des segments de la société. On est souverain. Cela signifie qu'on a aussi des responsabilités vis-à-vis de ceux qui nous confient la légitimité de gouverner. Et donc, de ce point de vue, je ne vois pas de contradiction ou d'opposition entre l'affirmation de la souveraineté telle qu'elle est entendue par les autorités maliennes, mais plus largement les autorités de l'AES, et la nécessité d'avoir une forme de consensus national, de rassemblement national presque, pour faire face aux défis communs, aux défis qui menacent le pays, la nation et la survie des populations. Nous appelons depuis plusieurs années déjà à une forme de souverainisme inclusif, une forme de souverainisme ouvert. Donc c'est pas une souveraineté fermée sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne collabore pas ou ne coopère pas avec les autres. La preuve, les autorités maliennes elles-mêmes le disent. Nous sommes dans un processus de diversification des partenariats. Donc il n'y a pas a priori de refus de collaborer ou de coopérer avec les autres. Il y a peut-être des principes qui ont été édictés, érigés au rang de principes constitutionnels qui consacrent cet attachement à la souveraineté. Mais encore une fois, je crois que un certain nombre de partenaires extérieurs, les pays africains, les institutions africaines, la Russie, sont prêts à travailler avec le Mali sur la base de cette affirmation de la souveraineté, de cette reconnaissance de sa souveraineté pleine. Aidez-nous à y voir un peu plus clair quand même par rapport au rôle de la Russie. Qu'est-ce qui explique, comment dire, est-ce que c'est la force de l'offensive des belligérants ou simplement une sorte de retraite des Russes par rapport au soutien militaire, je dirais même multiforme, qu'ils apportaient à l'État du Mali? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les Russes? Et pourquoi on note ce changement de rapport de force sur le terrain malgré leur présence? Alors, il est peut-être trop tôt pour conclure à un changement de rapport de force. Je pense qu'on a des actions ponctuelles qui gênent effectivement, qui perturbent l'approvisionnement en carburant de la capitale et par extension, par extension effectivement un certain nombre de villes. Parce que l'importance de Bamako, en fait, c'est pas simplement parce que c'est la capitale. C'est aussi à partir de Bamako qu'on approvisionne un certain nombre de villes de l'intérieur du Mali. C'est la raison pour laquelle la crise n'est pas simplement à Bamako, même si tous les regards, toute l'attention est concentrée aujourd'hui sur Bamako. D'autres villes comme Ségou, Mopti, qui est dans un blackout total depuis plus d'un mois maintenant, sont concernées, sont durement touchées par cette pénurie de carburant. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé entre la décennie 2010 et celle qui a commencé en 2020. C'est d'abord un changement d'attitude de la part des autorités maliennes. Je crois que
l'une des choses avec lesquelles les autorités maliennes actuelles ont rompu, c'est justement cette dépendance vis-à-vis des partenaires, partenaires sécuritaires, je pense notamment à Barkhane. Aujourd'hui, on peut dire, on l'observe, je crois, que les autorités maliennes sont dans le siège du conducteur, sont dans le driving seat. C'est elles qui définissent la stratégie, c'est elles qui vont au combat, évidemment accompagnées, appuyées par leur allié russe. Il y a encore quelques années, c'est pas comme ça que les choses se passaient. Exact. On avait une armée française qui menait plus ou moins ses opérations de côté, une armée malienne, quand elle le pouvait, qui menait ses opérations. Aujourd'hui, on a des forces armées maliennes qui conduisent les opérations, qui mènent les opérations, dans la plupart des cas, avec le soutien, évidemment, de leur allié russe. Donc, j'ai l'impression que c'est presque... que c'est normal, dans une certaine mesure, de ne pas voir les Russes autant qu'on voyait les Français il y a encore quelques années. Je pense que c'est peut-être c'est une montée en puissance un problème aussi de l'armée malienne. Oui, une montée en capacité, ça on peut le dire. Je pense que l'armée malienne en 2025 ressemble pas du tout à l'armée malienne de 2012, ni même celle de 2018. Je crois qu'on a une armée qui s'est équipée au cours des dernières années. Pour vous donner un ordre de grandeur ou d'idée, le budget défense-sécu, c'est 25% du budget du Mali. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un quart du budget qui est annuellement investi dans les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est un sacrifice important auquel ont consenti les autorités, mais surtout les populations maliennes. Donc, je crois que c'est ce qui explique cette montée en capacité, évidemment, qui a été facilitée en partie par le rapprochement avec la Russie, l'acquisition d'équipements militaires, que ce soit des moyens aériens, des moyens roulants. Ça, on l'a vu au cours des dernières années. Mais encore une fois, on fait face à une menace qui est asymétrique, qui est très mobile, et donc les engins lourds, les équipements imposants ne sont pas toujours efficaces devant cette menace qui est elle-même très mobile et qui se joue aussi de ces failles-là ou de ces insuffisances en termes de mobilité. Donc je crois que tant qu'on n'associera pas suffisamment les autres aspects de la réponse à la réponse militaire, on ne trouvera pas une réponse définitive, durable. Une bonne exactement, une articulation entre dialogue, gouvernance peut-être, les questions de gouvernance, les questions de développement, on n'en a pas beaucoup parlé, et la réponse militaire telle qu'elle est engagée très fortement par les autorités maliennes, mais aussi les autorités allons-y, parlons justement de ces questions de gouvernance et de développement. Quel impact, quel effet cela a eu sur la crise telle qu'elle se développe actuellement et en quoi les questions de gouvernance et de développement peuvent aussi contribuer à la solution? Alors, je crois que sur le long terme, ce sont là les clés de la solution au Sahel et au Mali en particulier. La plupart des défis auxquels nous sommes confrontés dans cet espace sont d'abord des défis de gouvernance et de développement. Je pense que cela a été suffisamment répété partout. Les investissements de l'État. Les investissements de l'État, la présence, l'utilité de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être présent à travers des forces de sécurité. Évidemment, c'est le rôle régalien de l'État, sa présence symbolique. Mais au-delà de cette présence symbolique, il faut que les populations sentent leur appartenance à l'État, qu'elles vivent cette appartenance à l'État. Et je crois de ce point de vue qu'un pays comme le Sénégal a peut-être des enseignements aussi importants à tirer de la situation au Mali. Je crois que les deux facteurs qui ont malheureusement contribué à la dégradation de la sécurité, c'est l'insuffisance d'investissement dans la prévention. On a souvent considéré, et on peut le voir, c'est que la situation sécuritaire dans le sud et l'ouest du Mali, il y a encore quelques mois, quelques années, n'était pas aussi préoccupante. Quand on parlait du Mali et de l'insécurité, on parlait surtout du centre du Mali et du nord du Mali. Aujourd'hui, on voit ce déplacement, cette extension de la menace. Et je crois que ça montre qu'aucun pays, en réalité, n'est prémuni
définitivement face à cette menace ou de cette menace. Et donc, je crois qu'il faut investir dans la prévention, il faut investir pendant qu'il est encore temps, pendant que la menace ne s'est pas encore transportée sur le sol sénégalais. Je sais qu'il y a un travail dans ce sens de la part des autorités sénégalaises qui a commencé depuis quelques années, mais je crois qu'il y a peut-être là un renforcement de ce travail de prévention à faire. Et enfin, bon, je reviens encore à la question du dialogue. Je crois qu'il faut explorer, parce que ça fait partie aussi des options les moins coûteuses, pour être direct. Les investissements dans le domaine militaire coûtent extrêmement cher. Je crois qu'un des moyens ou une des façons d'économiser de l'argent, de l'investir dans le développement de ces pays-là, c'est de recourir absolument à des écoles, des hôpitaux. Des aménagements hydro-agricoles. Absolument. Aujourd'hui, l'une des conséquences, on l'a pas évoqué, mais de cette pénurie de carburant, ça a été la fermeture des écoles pendant 2 semaines. Oui. Mais en réalité, vous avez beaucoup de localités au Mali, que ce soit au nord du Mali, au centre du Mali, où les écoles ne fonctionnent plus depuis plusieurs années. Oui. Voilà, donc il y a aussi ce défi-là à résoudre, à régler. Et je crois qu'une façon de le régler, c'est d'aller vers une option qui est moins coûteuse, et sur laquelle je pense que les Maliens ont des arguments très solides à faire prévaloir, au regard d'abord de leur identité, de leur culture, de leur... du fonds culturel, tout simplement du peuple malien, qu'ils peuvent mieux exploiter, mettre en valeur pour gagner de l'argent qui peut être investi ailleurs sur des questions très concrètes, très pratiques, que sont l'éducation, la santé et le développement économique. Alors, il faut beaucoup de temps pour parler du Mali de long en large, en plus rien que parce que c'est un pays énorme, de plus d'1 million de kilomètres carrés, l'un des plus grands pays d'Afrique, bon, si on exclut le Congo et d'autres pays de la même taille. Mais juste 2 questions rapides. Une sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la dynamique justement de la crise dans les frontières du Mali. Comment ça se déplace du nord au centre, du centre à l'ouest, et auparavant la région du Liptako-Gourma, à la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, région que vous connaissez très bien. Comment justement cette crise s'est déplacée sur le territoire malien? Quels sont les facteurs, quels sont les déterminants justement de ces mouvements-là? Alors, je crois que les groupes armés ont été très clairs dès le départ. Leur volonté, en réalité, d'extension, ils l'ont jamais caché. Même si pendant très longtemps, ils se sont plus ou moins limités, en tout cas en termes d'attaque, au centre et au nord du Mali. Mais on sait, parce que nous menons des recherches sur le terrain sur ces questions-là, depuis longtemps, ils cherchent à s'implanter dans l'ouest et dans le sud du Mali. Ça passe d'abord par une implantation discrète, sans incident sécuritaire majeur. Ils ne se font pas nécessairement signaler, ils arrivent dans une localité, ils cherchent à nouer des liens avec les populations locales, à être utiles ou à rendre service à ces populations locales. Dans un deuxième temps, ils passent à la phase de coercition, où ils édictent des règles qui doivent être respectées par les populations. Cela se termine souvent par des pactes dits locaux ou des accords qui sont souvent signés sous la contrainte, il faut le dire. Et tout ça, donc, je crois, sans que cela soit un phénomène naturel, peut s'expliquer. Et on le voit très bien dans la communication du JNIM il y a encore quelques mois, en novembre de l'année dernière. Le JNIM lui-même annonçait, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, annonçait le début d'une nouvelle phase au Mali, avec le ciblage, cette fois-ci, des centres urbains. Parce que c'est un mouvement qui reste profondément rural. Et donc, je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'estime que on est peut-être un peu trop rapide quand on conclut à une prise du JNIM, de la capitale par le JNIM. Le JNIM est un mouvement profondément rural qui s'est enraciné, implanté dans les espaces ruraux, qui pour l'instant marque une présence mais relative,
dans les centres urbains. Et on le voit, cela passe par des attaques à Kay, à Nioro, etc. Ce blocus sur Bamako, mais n'a pas ni les capacités ni l'expérience de gouverner des centres urbains. Donc, oui, ils se sont implantés depuis de longues années, j'ai envie de dire, progressivement, étape par étape. On pourrait presque les considérer comme des assassins du temps. Je crois que contrairement à des pouvoirs élus, parfois non élus, qui sont sous pression pour organiser des élections, pour passer le témoin ou tout simplement pour produire des résultats, le JNIM a tout le temps. Prend son temps, travaille ces sociétés-là de façon, enfin, beaucoup de patience. Méthodique. Ouais. Méthodique. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut investir significativement dans les actes de prévention, parce que très généralement, on ne les voit pas venir. N'est-ce pas? Merci. Merci à vous, Ibrahim Maïga. Vous êtes le conseiller principal pour le Sahel à l'International Crisis Group. Vous étiez notre invité ce soir et merci pour votre éclairage sur la crise malienne, ses conséquences sur les pays de la région et les leçons à en tirer pour les pays de la sous-région également. Merci à vous. Merci de votre invitation. Et bonsoir. Alors, avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir de la Direction de l'information des relations publiques des armées, un communiqué relatif aux militaires disparus le 13 avril 2025 lors des incidents de Djignaki à Bignona. Les efforts de médiation déployés depuis plusieurs mois ont permis la libération du militaire retenu par une bande armée lors des incidents survenus dans la nuit du 13 avril 2025 dans la localité de Djignaki dans le département de Bignona. Le militaire a été remis au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ce 11 novembre 2025. L'intéressé se porte bien et a été acheminé à Dakar par les autorités militaires. Le communiqué poursuit que tout en saluant les nombreuses initiatives visant à consolider les efforts de paix en cours, les armées restent engagées dans la poursuite des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens en zone militaire 5. L'information donc, c'est la libération du soldat qui avait été kidnappé lors des incidents survenus dans la nuit du 13 avril 2025 à Djignaki, dans le département de Bignona. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.